Bon, alors on va commencer. Donc François Gauthier, je suis le directeur de publication d'un média numérique qui s'appelle L'Embarqué. Donc je vais animer toute cette après-midi de conférence qui va être séparée en deux parties. La première partie, c'est consacrée à la 5G dans le monde industriel, sous forme de table ronde. Et la deuxième partie sera consacrée plutôt au thème de la sécurité, avec trois interventions, une de l'ANSSI, une d'une société, une PME qui va vous parler de protocole FIDO, qui est très importante. Et puis un troisième exposé qui sera consacré à l'évolution des normes en fait, dans le domaine de la sécurité. Voilà, donc on va commencer par la 5G. Donc c'est une table ronde. Enfin, vous savez sans doute sur votre téléphone, vous ne verrez pas beaucoup de différence en fait quelque part entre la 4G et la 5G. Par contre, au niveau industriel, la 5G apporte énormément. Enfin, il y a un très gros apport pour le monde industriel du fait de ses caractéristiques technologiques. Donc là, c'est le démarrage, mais il va y avoir sans doute un déploiement très important de la 5G dans le monde industriel. Ça va sans doute même renouveler un petit peu les manières de produire, de stocker, de gérer les chaînes d'approvisionnement aussi. Enfin bon, beaucoup de choses vont sans doute se développer dans les années qui viennent. C'est un chantier qui va se dérouler sur plusieurs années. Et donc là, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un petit peu tous les intervenants de la 5G. Donc à la fois les opérateurs, d'un point de vue purement technologique, hein, qu'est-ce que c'est que la 5G, etc. Les intégrateurs qui utilisent cette technologie, qui les mettent en œuvre dans plein de marchés, hein, que ce soit l'industrie, la ville aussi, la ville intelligente, etc. Et puis un troisième maillon qui est très important, qui est le maillon plutôt de l'État, l'État au sens large du terme. Je ne connais pas toutes les arcanes administratives, mais il n'empêche qu'il y a une volonté de l'État manifeste de promouvoir la 5G et d'aider les industriels à la mettre en place. Alors, à la fois les gros industriels, il y a des très gros projets en France hein, sur le déploiement de la 5G, notamment j'ai cité Dunkerque, sur le site de métallurgie de Dunkerque, qui implémente la 5G, qui est un très gros projet. Il y a l'usine de la Croix aussi, qui est un très gros projet en France. Mais il n'y a pas que les grandes entreprises, en fait. Il y a aussi toutes les PME qui voudraient installer la 5G. Et là, l'État a un rôle à jouer. Donc, on va, etc. Donc, voilà, je vais laisser les différents participants à cette table ronde se présenter. Et puis, je vais commencer par Sylvain Gras, puisque c'est lui qui est un petit peu à l'origine de cette initiative. Donc, Sylvain, c'est à vous. Je ne me suis pas trompé sur le prénom. Bonjour, je suis Sylvain Gras, donc je suis le président de l'industrie du futur chez Melisoft. Melisoft, c'est un cluster de transformation numérique qui va fêter ses 20 ans cette année. La mission de Melisoft est surtout de sensibiliser, de vulgariser ce que c'est les nouvelles technologies en vue d'aider à la transformation, donc en sens large, la transformation numérique. Deuxième partie de mon poste, je suis directeur donc, des Fab Labs. Là, en fait, ce sont des plateaux technologiques, on y reviendra tout à l'heure. Ça permet aux industriels, une fois qu'il y a eu une vague de sensibilisation, de toucher du doigt concrètement les nouvelles technologies et d'avoir un accompagnement sur mesure jusqu'à l'intégration de ces nouvelles technologies. Et enfin, le troisième maillon, donc je suis président d'une association qui s'appelle le Business Lamprey. On fait un événement par an, donc qui a eu lieu, le dernier était vendredi, qui a réuni environ 650 personnes, avec 101 stands. Et l'idée, c'est d'avoir au moins des événements de masse qui permettent de créer des liens de partenariat, de business entre les acteurs. Et je suis vraiment très ravi d'avoir regroupé autant de personnes aussi différentes, mais qui ont un sens commun autour de la 5G, et notamment la 5G industrielle. Merci. Donc on peut peut-être après, chacun peut se présenter autour de cette table ronde rapidement. Je vous passe le micro. Donc bonjour, je suis Claude Serra, cofondateur d'une startup qui s'appelle FireCell. À FireCell, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre la 5G aussi simple à installer, à déployer et aussi peu cher que le Wi-Fi, de manière à permettre aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, à déployer leur propre réseau dans leur propre bâtiment pour optimiser tout leur processus industriel. Et on les accompagne dans cette démarche avec une solution complète. Pas besoin d'acheter des briques à droite et à gauche. En venant chez nous, on peut s'occuper de tout avec nos partenaires intégrateurs système. Donc vraiment, c'est la 5G aussi simple que le Wi-Fi et aussi abordable que le Wi-Fi. Bonjour à tous, moi je suis Amanda Alves, chef de projet 5G à la DGE du ministère de l'économie. Donc dans notre équipe, on pilote les stratégies d'accélération 5G qui étaient lancées en 2021, et c'est-à-dire 735 millions d'euros investis dans la 5G d'ici à 2025.
Bonjour, Kevin Polizzi, le fondateur d'Unitel, qui est un opérateur télécom spécialisé dans les réseaux privés mobiles 5G. On a de la chance de travailler sur ce sujet depuis déjà quelques années, donc d'être un petit peu précurseur sur cette technologie, d'identifier à la fois les opportunités de fournir du réseau à haut débit aux entreprises pour privilégier de nouveaux usages, mais aussi aujourd'hui les freins qu'il faut aujourd'hui mettre derrière nous pour généraliser le déploiement. Surtout dans une région industrielle. Notre région a une tradition industrielle et on doit fournir des offres accessibles à toutes les cibles, que ce soit les grands comptes qui historiquement déploient les technologies en premier, et comme le disait Claude tout à l'heure, fournir de la technologie qui est un maillon essentiel de la transformation digitale des entreprises et des organisations. Donc Régis Picard, Nokia, donc en charge du développement de la 5G privée en France. Donc je ne vais pas venir vous vendre un 3310, même si ça marchait très bien. Mais donc aujourd'hui Nokia, c'est un des leaders des réseaux 5G pour les réseaux publics, enfin 4, 5, etc. Et la suite que vous avez aussi. Mais il y a une branche entreprise et qui est dédiée justement à la fourniture pour l'industrie de solutions bout en bout de réseaux 5G privés. Donc on en reparlera tout à l'heure. Bonjour, Ahmed Azaou, directeur technique et innovation R&D SNEFLab. SNEFLab qui est une entreprise filiale d'un groupe ici local, un grand groupe local qui est SNEF. Notre axe stratégique autour de SNEFLab, c'est digitalisation et décarbonation des usages. Et notamment dans ces axes stratégiques, la 5G prend une place importante. Nous sommes lauréats de 2 projets du plan France Relance, un autour du port de Marseille sur la 5G et un dans notre agence de Valence avec un Fab Lab Nokia autour de la 5G Nokia. Et nous sommes lauréats aussi depuis pas très longtemps d'un campus Fab Lab à Rennes qui s'appelle Excelcar. Bien sûr, tout ça piloté par la DGE. Merci Amanda d'être là. Et voilà. Et bonjour, Julien Fabre, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc moi je suis de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, c'est une marque du groupe Caisse des Dépôts, un établissement public qui vient en soutien des politiques de l'État et qui donc accompagne la stratégie de l'État pour l'accélération de la 5G industrielle qui vise à monter en productivité pour nos industriels français. Moi, je suis basé à Marseille et je suis spécialisé dans les projets numériques et on a une équipe d'investissement au niveau du siège qui a déjà réalisé de nombreux investissements dans le domaine du numérique et de l'aménagement numérique, notamment dans le réseau très haut débit public. Mais voilà, je repasse la parole. Merci. Bon, écoutez, on va peut-être commencer par la technologie, en fait. La première question, c'est pourquoi la 5G est-elle si intéressante pour les industries, alors qu'au fond, la 3G, la 4G, il y avait des projets M2M, des communications entre machines. Mais enfin, on n'a jamais entendu non plus de bouleversement. Il n'y avait pas de table ronde sur la 4G dans l'industrie, ça je peux vous l'assurer. Donc voilà, la première question, c'est pour vous, pourquoi technologiquement, de manière simple, parce que c'est relativement complexe, mais pourquoi technologiquement c'est si intéressant pour l'industrie, la 5G ? En fait, tout d'abord, pour reprendre la 5G, comme l'indiquait Stéphane Richard, l'ancien patron d'Orange, c'est que la 5G n'apporte pas forcément d'éléments significatifs pour les réseaux publics, à part désaturer les réseaux des opérateurs. En revanche, la 5G était vraiment conçue pour le monde de l'industrie, en embarquant différents cas d'usage et différentes fonctionnalités. Et si on prend par exemple un site industriel, tout d'abord, on va avoir 2 zones, toute la partie IT, c'est-à-dire toute la partie de moyens de communication dans la zone administrative des bureaux, et donc qui dispose, dans lequel on va retrouver du Wi-Fi, du filaire, du LAN, du 2CT, alors là c'est peut-être un peu plus technique, les téléphones fixes sans fil qu'on peut avoir à la maison. Donc on a une multitude de réseaux, les réseaux fixes encore, le téléphone fixe, mais donc l'ensemble de ces réseaux vont arriver avec de l'obsolescence, et donc la 5G peut couvrir et répondre avec une seule infrastructure à tous ces usages. Ensuite, et là le grand écart et la grande valeur, c'est d'unifier aussi les réseaux dans l'atelier. Et donc là, aujourd'hui, il y a
une évolution tout d'abord des réseaux industriels. Donc je pense qu'ici on en parle encore beaucoup, de Modbus, de Profinet. Donc là, ça doit être du vocabulaire que vous connaissez dans le monde de l'industrie. Et donc aujourd'hui, il n'existait pas ou très peu de technologies standardisées capables de s'interfacer et d'embarquer et de rendre de la mobilité sans fil sur l'ensemble de ces protocoles industriels. La 5G était conçue pour ça et donc a cette capacité d'apporter de la mobilité au sein de l'usine et de rendre de plus en plus flexibles les ateliers et aussi d'avoir des gains de productivité à la fois lors de la création d'un atelier, mais aussi et surtout lors de la modification des ateliers. Aujourd'hui, un outil de production, si on prend rien que dans la région à Fos-sur-Mer, au niveau de Total, il y a quelques années, on faisait du gasoil. Ensuite, on s'est dit, tiens, on va utiliser de l'huile de palme. Et on n'a pas encore produit, on n'avait pas commencé la production. Non, on va refaire autre chose. C'est-à-dire que les outils de production ont besoin d'évoluer en permanence. Et donc là, d'apporter cette flexibilité sans fil, donc vraiment un gain important. Et donc, cette technologie va permettre d'unifier l'ensemble des moyens de communication sur un site industriel et tout en gardant la performance des protocoles existants, mais aussi en améliorant cette performance. Et depuis 10-20 ans, on parle de convergence d'IT et d'OT. En gros, l'IT, les bureaux OT, c'est tous ceux qui sont au CPM. Et donc là, de pouvoir améliorer la communication entre ces différentes infrastructures. Et donc là, c'est vraiment un gros gain. Et ensuite, il y a d'autres points qui arrivent aussi, qui sont déjà présents, sur apporter des solutions de géolocalisation très simplifiées, à faible coût, de l'ensemble des devices. Quand je parle de devices, des smartphones, mais de tous les capteurs. Donc voilà, il y a vraiment une grosse R&D qui est faite au niveau mondial par tous les acteurs, avec des gros financements, et donc qui permettent d'améliorer vraiment très significativement et d'apporter cette révolution industrielle par rapport à tous les autres protocoles qu'on a pu arriver depuis quelques années, quoi. Alors c'est vrai que ces dernières années, pour la communication des objets, au sens large du terme, c'est tous les réseaux LP WAN qui avaient le vent en poupe, puisque toutes les industries se sont intéressées de très près, soit à LoRa, soit à Sigfox, pour résumer. Donc la 5G arrive un petit peu après, quelque part. Et donc forcément, honnêtement, il y a une espèce de saut intellectuel quand même entre un réseau LP WAN et la 5G. La 5G étant dans l'imaginaire des gens, en fait, c'est son smartphone, la 5G. C'est pas... Alors que le LP WAN, directement, les industriels ont immédiatement compris ce que c'était que le LP WAN, immédiatement compris qu'avec LoRa, on pouvait faire des choses quand même très, très intéressantes. Il y en a des millions et des millions dans le monde, Sigfox aussi. Donc avec la 5G, on a l'impression que là, on passe à quelque chose d'autre qui soit qui fait peur, soit on ne comprend pas tout à fait. Alors je parle pour le tissu des PME forcément, puisque après des très grandes boîtes, elles ont toujours tous les moyens de connaître tout, de mettre en place des cellules techniques, etc., etc. Mais par contre, pour le tissu moyen, on a l'impression que c'est moins compris que n'ont été les réseaux LP WAN. Donc comment vous voyez cette question et comment vous allez évangéliser la 5G pour ce type d'industrie? Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr que déjà, il y a une première barrière. Il faut comprendre que la 5G privée, c'est vraiment, moi, entreprise, j'installe un réseau, je deviens mon petit Orange à l'échelle de mon bâtiment, je distribue mes propres cartes SIM avec écrit le nom de ma société et je fais ça de manière à connecter tous mes terminaux. Ça peut être évidemment les smartphones de mes employés, mais ça peut être aussi les robots porteurs, toute une série de routeurs ou industriels. Donc je vais construire un réseau 5G qui m'est dédié, un peu comme aujourd'hui on construit un réseau Wi-Fi à l'intérieur d'un bâtiment. Mais par contre, c'est un réseau qui est vraiment dédié à l'industrie. C'est-à-dire il a les capacités en termes de débit, de bande passante, de latence, de mobilité pour couvrir tous les cas d'usage de l'industrie. C'est ça qui est fondamentalement différent. Il faut comprendre aussi, si on peut essayer de comparer, lorsque j'installe une 5G privée au sein d'un bâtiment, j'aurai besoin de 5 fois moins que d'access point Wi-Fi. J'aurai 5 fois moins d'access point 5G que d'access point Wi-Fi et j'aurai un débit, une qualité 5 fois meilleure.
Donc il y a un rapport 25 en termes de qualité avec le Wi-Fi. Ce qui est important, ça a été démontré par Airbus dans ses ateliers. Et donc ce rapport fait que j'installe beaucoup moins de choses, je maintiens beaucoup moins de choses, j'ai une bien meilleure connectivité. Finalement, je peux reposer tout mon processus industriel sur ce réseau et donc déployer et accélérer ma digitalisation. Et finalement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas en France, ce n'est pas maintenant, c'est partout dans le monde. Les 20 plus grands pays industrialisés donnent des fréquences à leurs entreprises. Ceux qui ne les utilisent pas resteront derrière. Aujourd'hui, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Corée, à Taïwan, au Japon, les industriels s'équipent de réseaux 5G pour améliorer leur efficacité. Et il faut que l'on puisse suivre cette démarche. Et merci au gouvernement d'avoir libéralisé les fréquences pour qu'enfin les industriels puissent récupérer des fréquences pour automatiser leur processus industriel. Et enfin, une dernière chose intéressante, 50% du marché mondial, il suffit de 5 points d'accès dans un bâtiment. Ce n'est pas des centaines comme on peut le voir, c'est en fait des tout petits réseaux très puissants. Je crois que vous vouliez intervenir. C'était juste pour passer le micro, c'est tout. Ok, donc c'est vrai qu'à un moment vous avez parlé, on reprendra sur le problème des fréquences qui est fréquemment, on me pose souvent la question où ça se trouve les fréquences, où on les achète, chez Darty, enfin bon je sais pas. Donc ça, ce problème des fréquences, on va pouvoir l'aborder et puis on abordera aussi, parce qu'à un moment vous avez expliqué qu'il y avait quand même des freins. Bon là effectivement vous dressez un tableau qui est plutôt dithyrambique, mais il y a sans doute des freins quand même, hein. Un routeur 5G, ça fait quand même un petit peu peur. Enfin bon, me semble-t-il, je ne sais pas. Donc je ne sais pas, on peut peut-être commencer par les fréquences. Comment ça marche, le système de fréquences? À qui on demande et comment ça se passe? Pour les fréquences, il faut demander au régulateur télécom, donc l'ARCEP en France. Il y a des bandes dédiées pour les réseaux privés. Donc en France, la bande 2,6 GHz, c'est la bande pour les réseaux professionnels. Mais aujourd'hui, c'est aussi possible de faire des expérimentations dans d'autres bandes qui ont à vocation d'être pérennisées pour les usages industriels aussi. C'est la bande 3,8. Donc, une bande plus proche de la bande du réseau grand public, c'est qui facilite aussi les usages industriels, les équipements, la disponibilité des équipements. Il y a aussi une obligation pour les 4 grands opérateurs que ce sera pris en compte à partir de fin 2023, de disponibiliser les fréquences pour les usages des verticaux, soit l'industrie ou d'autres types d'usages. Mais les points de contact, c'est toujours l'agence l'ARCEP, c'est notre régulateur télécom. Donc c'est le guichet d'entrée pour les fréquences. Oui, c'est le guichet d'entrée. Est-ce que les intégrateurs se chargent de ça? Par exemple, moi je suis entreprise, voilà, j'ai ma petite entreprise. Est-ce que je suis obligé d'aller à l'ARCEP ou est-ce que l'intégrateur peut prendre en compte toute cette partie au-delà de la pure technologie installée sur le terrain? Alors, ce que je voulais dire, c'est que réellement, le gouvernement a fait quelque chose de fantastique parce que c'était le frein, c'est pas un frein technologique, c'était le frein au développement de la 5G industrielle, de libéraliser justement l'accès aux fréquences. Non, c'est l'intégrateur qui prend en charge toute cette démarche auprès de l'ARCEP. C'est l'intégrateur qui fait toute cette démarche, mais aujourd'hui, un ordre de grandeur de prix, c'est 2 000 € l'année pour l'attribution d'une fréquence, c'est cet ordre de grandeur. Donc pour un industriel, c'est largement intéressant d'avoir ce type d'attribution de fréquence. D'accord. Alors à un moment, je crois que c'est vous, je ne me souviens plus de votre nom, mais vous aviez dit à un moment dans votre présentation qu'il y a quand même des freins. Il ne faut pas non plus, j'imagine que ce n'est pas non plus si simple que ça. Donc il y a des freins. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire un petit peu les freins, soit psychologiques, soit technologiques, qui existent actuellement pour implanter de la 5G dans une industrie? Comme dans toute technologie en émergence, il faut apprendre à se mettre debout et à marcher, hein. Donc ça prend un petit peu de temps. Le grand public et le marketing grand public est passé par là. Et on nous a beaucoup vendu la 5G comme une accélération de la 4G. Or, c'est une réalité dans le marché B2C qui n'est pas la principale caractéristique exploitable dans le marché B2B. Le protocole 5G, il a vraiment été développé pour le monde des entreprises avec une segmentation du réseau, une segmentation de la radio. Et c'est la première fois qu'on est capable vraiment de faire ce qu'on appelle des slices, de découper le spectre en bandes et en bandes sécurisées. Les freins, premier frein, la technologie. On est au début d'une révolution.
chaque constructeur, chaque intégrateur, chaque fabricant utilise ses ressources internes pour amener un produit qui est le plus proche possible de ce qui existe. Et on le sait parce qu'on en parle souvent ensemble, il y a une évolution majeure qui va arriver dans les 18-24 mois de produits qui vont commencer à se standardiser, à s'unifier. Et aussi, il y a un frein financier où aujourd'hui, malheureusement, comme les réseaux 5G sont directement dérivés des produits pour les opérateurs grand public, parfois on a des problèmes de compétitivité et on a des problèmes d'assemblage. Tout le monde est en train plus ou moins de se chercher. Les intégrateurs qui doivent trouver un modèle, les fabricants qui doivent trouver un modèle aussi, les entreprises qui vont acheter une technologie qui va durer probablement 15 ans. Souvenez-vous, votre téléphone, il borne encore en 3G parce que le réseau 3G est toujours actif. Le réseau 4G est toujours actif. Le réseau 5G est massivement déployé, mais nécessite encore des investissements complémentaires pour leur déploiement. Donc, il y a tout un tas de freins qui sont des freins traditionnels à l'émergence d'une technologie, mais c'est autant d'opportunités pour prendre ce marché en avance de phase, pour prendre le temps d'expérimenter. Sylvain décrivait tout à l'heure les Fab Labs dans lesquels on peut venir tester des cas d'usage, tester des équipements, mais aussi régler et affiner certaines manières de faire le business 5G. Les opérateurs ne vont pas sortir très facilement du modèle de l'abonnement par carte SIM, parce qu'il y a une tradition. On a tous peu ou prou une carte SIM dans la poche avec un abonnement mensuel associé. Or, la 5G privée, c'est plus du tout ce modèle-là. C'est un modèle sur lequel vous faites un investissement et vous l'opérez dans le temps avec une durée d'investissement qui va de 7 à 15 ans. Donc, il y a un modèle économique à trouver autour de la 5G privée, c'est clair. Il y a aussi un modèle technologique. Toutes les fonctionnalités qui sont intégrées dans la 5G requièrent de la formation, des compétences. Il faut des techniciens à niveau, il faut des commerciaux à niveau, il faut des avant-ventes à niveau. Donc, il y a tout un écosystème qu'il faut structurer. Et aujourd'hui, notamment grâce à ces tables rondes, grâce au fait de faire connaître ces technologies comme vraiment game changer de l'industrie, on est en train de parler d'excellence opérationnelle, on est en train de parler de compétitivité et on est en train de parler de marge et d'employabilité. La 5G n'est qu'un outil sous-jacent dont la promesse première est que vous continuez à être employable dans les 5 à 10 ans qu'il y a devant nous. Donc, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on mélange à la fois un challenge technologique de pointe, ça a été fait par des ingénieurs télécoms qui ont des capacités assez extraordinaires, et de l'autre côté, c'est un enjeu de vulgarisation et un enjeu de déploiement à la taille critique pour qu'on ne laisse pas les TPME au bord de la route. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le diagramme des entreprises en France, 50% des salariés français sont dans des TPME. 90% du nombre d'entreprises françaises sont des TPME. Et donc, on a vraiment besoin, notamment au travers de salons, de tables rondes, etc., de construire des produits qui sont spécifiquement dédiés à ce marché-là. Parce que les produits grands comptes existent, ils sont en cours de déploiement. Vous citiez par exemple Arcelor à Dunkerque. Mais aujourd'hui, un Arcelor à Dunkerque, pour vivre, il a besoin d'une galaxie de sous-traitants. Et cette galaxie de sous-traitants a besoin de se mettre au diapason, a besoin de se mettre au même rythme, à la même harmonie que son donneur d'ordre pour continuer à pouvoir travailler avec lui dans le temps. Donc il y a des freins, c'est une réalité. On travaille tous les jours à mettre de l'huile dans la mécanique pour rendre ça facile. Et on a encore des efforts d'affinage, de business model. Et c'est très intéressant de regarder ce qui se passe à l'international parce que les innovateurs d'aujourd'hui sont nos compétiteurs de demain. Alors j'ai une question qu'on m'a posée. Alors ça peut paraître trivial, mais pourquoi pas en fait? Parce qu'Arcelor, ils ont rencontré le problème, donc ça peut être intéressant. C'est toute la gestion entre le public et le privé. Comment se fait la jonction entre ce que vous dites? Bon, effectivement, on comprend bien une usine, la 5G, super, on rentre chez soi, tout va bien. Mais il se trouve qu'il y a des entreprises quand même où il y a des déplacements. Il y a quand même des véhicules qui sortent de l'usine, qui reviennent, etc. Et comment vous gérez cette frontière, entre guillemets, entre public et privé? Alors je sais que chez Arcelor, par exemple, ils ont des routeurs qui basculent sur du public parce que le camion il va au port de Dunkerque et puis après il rebascule sur la 5G privée, etc. Donc, mais je pense que c'est pas le seul exemple. Là c'est un gros machin, c'est un grosse industrie, gros truc. Mais je pense que ça existe aussi dans des PME, etc. Alors comment vous faites par exemple un employé, il arrive, il a son téléphone, il a sa 5G, il rentre dans l'usine. Est-ce qu'il y a des conflits ou pas? Enfin, ça peut être bête comme question, je m'excuse, mais on me la pose. Donc, est-ce qu'il y a des conflits? Comment ça se passe, cette frontière? Alors, je vais garder ma casquette d'opérateur pour vous répondre, et puis après, je donnerai le micro à mes camarades.
Aujourd'hui, la première solution, c'est de segmenter le réseau public du réseau privé avec 2 modems 5G, un modem qui a une carte SIM réseau public, un modem qui a une carte SIM réseau privé, et puis on gère le sujet logiciellement. On va dire ça, c'est la phase 1, qui a un bénéfice, c'est que c'est opérationnel immédiatement, mais qui coûte le prix de 2 fois un modem. Donc ça coûte 2 fois plus cher. La phase 2, c'est le roaming. Tout comme quand vous passez la frontière pour aller en Italie ou en Espagne, tant que le réseau de l'opérateur français capte, ça capte. Et puis le jour où ça capte plus, crac, vous basculez sur l'opérateur du pays. Donc il est fort à parier, et on travaille dessus, qu'il faille mettre en place une plateforme de roaming dédiée au réseau 5G privé, qui ressemble beaucoup aux plateformes qui ont permis à l'Internet d'exister, puisque tous les réseaux des opérateurs se sont connectés dans ce qu'on appelle des points de peering. Et le troisième sujet, qui est celui sur lequel les opérateurs publics se posent aujourd'hui le plus de questions, c'est le band slicing, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable de vous mettre à disposition un petit bout de notre spectre public pour que finalement votre carte SIM privée soit nativement beaucoup privée, un peu public-privé. Et là, aujourd'hui, la question est encore très très en l'air, avec une obligation de l'ARCEP qui est de fournir une partie dont on ne sait pas quel est le modèle économique et dont on ne connaît pas la quantité, à disposition des entreprises. Et aujourd'hui, on est en train de travailler tous ensemble sur cette thématique-là. Alors, vous avez parlé des Fab Labs. Bon, effectivement, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire du Fab Lab dans son entreprise? J'ai une PME, par exemple, je m'intéresse fortement à 5G, mais enfin, la Fab Lab, bon, je n'ai pas tellement envie de prendre ma voiture pour y aller, tout ça. Est-ce que vous avez des modalités de test de routeur 5G dans mon entreprise pendant, par exemple, une semaine, 15 jours, pour déjà débrouiller peut-être le problème dans mon entreprise? Parce qu'il y a des sujets qui sont loin d'être... Enfin, qui sont idiots, hein, mais par exemple, c'est le placement des antennes, hein. C'est pas si simple, hein. Et chez Arcelor, ils ont mis plusieurs semaines. Alors évidemment, l'environnement est très particulier, hein. C'est extrêmement bruité, ça reste de la radio. Mais enfin, ils ont mis des semaines à trouver les bons emplacements pour les antennes, alors que tout marchait bien, hein. Tout, c'était un... Voilà, tout. Donc, est-ce que, par exemple, tous ces problèmes-là, qui ne peuvent pas être réglés en Fab Lab, en fait, est-ce que vous avez des modalités de location, je ne sais pas, de test dans une entreprise avant de se lancer dans l'investissement complet? Je peux peut-être parler au nom de FireCell. Aujourd'hui, si vous voulez installer un petit réseau 5G dans un de vos locaux, vous tapez www.firecell.io, vous avez un e-shop, vous achetez vos petits réseaux 5G, il vous est livré, vous pouvez installer. Donc c'est hyper simple de l'acheter. Par contre, vous allez émettre à 10 mètres. Okay. Dès lors que vous voulez couvrir un bâtiment, là, il faut faire appel à des intégrateurs systèmes pour faire ce que l'on appelle un radio planning. Et on peut le faire sur papier aujourd'hui, quand c'est des bâtiments qui ne sont pas trop compliqués. Ça prend une demi-journée, une journée à faire sur papier d'un ingénieur. Donc, ce n'est pas inabordable, hein, c'est quand même assez simple. Et puis après, vous pouvez acheter un petit réseau ou louer un petit réseau, sachant que quelques antennes, ça va coûter 10 à 20 000 euros. Hein, voilà. Oui, alors en complément, l'objet aussi des Fab Labs que nous avons monté au sein de The Camp, là, sur Aix-en-Provence, c'est, on prend le problème en fait à l'envers, c'est qu'on fait venir des industriels, on parle de leurs enjeux, on parle de cas d'usage, et à partir de là, nous on a qualifié en fait à la fois des experts qui sont capables de faire des feuilles de route et des offres de solutions, et en fonction du besoin de l'industriel, on préconise en fait telle et telle solution au sein de son entreprise. Et ensuite, on peut aller l'accompagner au sein de l'entreprise jusqu'à l'intégration de toute cette technologie en allant bien plus loin. Donc voilà, il vaut mieux prendre le problème dans ce sens-là. Okay. D'accord. Oui. D'accord. Ce qui est important pour un industriel, c'est le ROI. Il s'en fiche que ce soit de la 5G privée. Et en fait, le ROI, il est lié au business case et au coût. Donc, c'est très important de s'associer avec des consultants qui connaissent et le métier et la technologie pour vraiment prendre les bonnes directions. Alors, pour la partie, donc là, on a parti un petit peu routeur, 5G, etc. Mais bon, à un moment, il faut bien connecter les machines, des capteurs. C'est ce qui a fait le succès quelque part des réseaux LP WAN, hein, puisque très très vite sur le marché sont apparus des capteurs, même des petits modules qu'on pouvait coller sur des machines tournantes par exemple, et puis on avait tout de suite accès. Donc pour les industriels, c'était vraiment intéressant, enfin immédiat en plus, et ça marchait.
Donc pour la 5G, comment on fait? Parce que moi, je vois bien le routeur, machin, tout ça, mais après, moi, machine tournante, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, ma scieuse. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour la partie connexion au end device, enfin la fin du voilà. Le endpoint, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. La disponibilité du device, elle est escalée. Il n'y a pas beaucoup de devices aujourd'hui. Ils sont relativement chers. Hein. Quand vous achetez un routeur 5G, c'est de suite 500 euros. Mais il faut travailler, comme disait tout à l'heure Sylvain, il faut d'abord travailler en labo, travailler sur les plateformes 5G, dans les Fab Labs. Et ensuite, les devices vont sortir là, dans les mois qui viennent, les devices beaucoup moins chers. La problématique sur une chaîne de fabrication, c'est on a le process existant. Tout à l'heure, on parlait des protocoles entre guillemets legacy type Profibus, Modbus et autres. On vient rajouter une couche 5G de communication. Et la problématique, c'est comment on fait le lien entre les deux. De quelle manière? Est-ce qu'on met une gateway et N gateway intelligentes et chacune avec qui va coûter un certain prix et qui va faire que la note ne sera pas simple à gérer? Ou est-ce que plutôt on va faire porter directement par le protocole 5G ces différents protocoles, legacy entre guillemets, et mettre des tout petits modems 5G qui coûtent très peu cher? Et je crois que l'avenir de la 5G, c'est bien ça. C'est mettre un petit modem. Je prends un exemple. Vous avez une chaîne de fabrication. Vous voulez rajouter des capteurs. Vous rajoutez un capteur de vibration et un capteur sonore sur une machine tournante ou autre. Ces capteurs sont en 5G, nécessitent beaucoup de données en sonore et en vibratoire. Et ces données remontent sur le serveur en local, du edge computing. Et vous faites de l'analyse de cette manière-là. Vous passez de la maintenance préventive à de la maintenance prédictive sans investir énormément, juste en mettant des capteurs avec des modems très peu chers. Et réellement, c'est un vrai enjeu, celui-ci. Ok. Alors, oui. Oui, juste pour compléter sur ce sujet capteur, donc là on parle de rajouter des modems, etc. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, Schneider, Siemens, Honeywell, enfin les fabricants d'automates et de toute la partie automatisme, instrumentation, donc ils intègrent de manière native la 5G dans leurs équipements au niveau de l'automate, au niveau de l'instrum, pour pouvoir fournir des solutions aux industriels sans fil. Et donc là, la question n'est plus de se poser, de rajouter quelque chose, une petite brique comme il s'est fait avec du LoRa, etc. Enfin là, ça sera de manière native dans l'ensemble des équipements qui seront fournis aux industriels, quoi. D'accord. Oui, juste un complément, c'est pour faire le spec de l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Donc l'usine, au sein de cette quatrième révolution industrielle, finalement, on a travaillé sur maintenant les sujets de maintenance prédictive avec les objets connectés, la robotique, la réalité virtuelle, la réalité mixte, etc. Mais en fait, la 5G est arrivée, arrive maintenant sur le marché, là, au niveau des entreprises. Et l'objectif, c'est que cette 5G devienne finalement le cœur, le système qui concentre en fait toute l'intégralité de cet écosystème au sein de l'usine. D'accord. Alors on a, pour peut-être terminer cette table ronde, on a évoqué à plusieurs reprises de manière allusive les prix. Donc ça coûte. Donc il y a deux choses. D'abord, l'investissement que ça réclame. Est-ce que vous avez des idées d'investissement en fonction du projet? Et puis surtout, qu'est-ce que l'État peut apporter? Enfin, comment on dépose un projet? Qui est éligible, etc. Est-ce que vous pouvez détailler? Alors vous, il y a la Banque des dépôts et puis peut-être au sein de la DGE. Je ne sais pas comment vous partagez le travail, mais qui est éligible et puis pour quel type de montant? Est-ce qu'il faut avoir un projet à 150 000, 200 000 euros pour commencer à vous parler ou pas? Ou je ne sais pas. Oui, effectivement. Oui, effectivement, le sujet du financement de ces infrastructures est central. Alors, je laisserai Amanda intervenir sur les volets de l'État, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de dispositifs plutôt subventionnels. Donc là, des subventions qui sont fournies par l'État, notamment pour faire des expérimentations. Nous, côté Caisse des dépôts / Banque des territoires, on est aussi en capacité d'accompagner un certain nombre de ces expérimentations, y compris financièrement, parce qu'on souhaite aussi monter en compétence, si on peut dire, et avoir des références de projets pour pouvoir éventuellement les déployer plus massivement.
Après, en ce qui nous concerne, nous on est vraiment, même sur un établissement public, on est vraiment ce qu'on appelle un investisseur avisé, c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'investissement avec une logique de retour sur investissement. Donc nous, ce qu'on est en train de travailler sur les montages pour les réseaux 5G privés, c'est plutôt effectivement des montages de type tiers investisseur. Quand on est plutôt sur des logiques d'infrastructures un peu lourdes à financer, on ne fait pas ça pour un investissement à effectivement 30 000 euros, mais j'y reviendrai. Et donc, quand on est plutôt sur des grands donneurs d'ordre qui ont besoin de financer, les besoins de financement importants de leur CAPEX, on est capable de créer des sociétés spécifiques qui vont finalement venir porter ces CAPEX et les rendre finalement beaucoup plus lissés dans le temps pour les entreprises bénéficiaires. Alors ça, c'est le cas effectivement la grosse entreprise qui a vraiment besoin d'avoir sa propre infrastructure 5G complètement maîtrisée juste pour elle. Après, on veut aussi essayer de développer des logiques de mutualisation. Mutualisation soit à l'échelle de 2-3 entreprises qui sont relativement proches, soit pourquoi pas à une échelle un peu plus large de zones d'activité. Voilà, donc ça, c'est des modèles qui restent encore à inventer, où là, on serait dans une logique quand même de réseau privé, tout en étant mutualisé, pour pouvoir, effectivement, pour éviter le ticket d'entrée unitaire de chaque entreprise qui déploierait sa propre infrastructure. Voilà. D'accord. Je laisse l'État peut-être compléter sur ces dispositifs amont. Merci beaucoup. Côté État, on a la stratégie d'accélération 5G. On a déjà soutenu beaucoup de projets, dont 21 plateformes d'expérimentation 5G. Ce sont des cas comme ArcelorMittal qui a été cité, aussi ASN au Calais, et d'autres cas dans les domaines de l'industrie, aussi dans la santé, dans les territoires connectés. Nous avons aussi soutenu des projets de campus Fab Lab. Donc, on a 2 lauréats qui ont été annoncés à Rennes et aussi à Cluse. Il y aura un 3e bientôt aussi. Et on poursuit aussi en financement les briques technologiques. Donc, pour les cas d'usage, aujourd'hui, il n'y a pas de financement ouvert. Mais nous comptons avec la filière parce qu'avec les premiers cas d'usage, l'écosystème français est déjà en train de se structurer pour pouvoir offrir une offre 5G beaucoup plus robuste et des prix, qui sont moins chers qu'avant. Aussi avec toutes les initiatives qu'on a prises côté État, par exemple, avec les prix des fréquences pour les réseaux privés. Donc, on continue à accompagner tous les acteurs de l'écosystème, même sans avoir une subvention en ce moment spécifique à tous les cas d'usage. On est là pour accompagner l'industrie, la transformer et aussi travailler avec nos collègues côté des jeux, des solutions d'industrie du futur. Donc, on travaille aussi en partenariat pour voir quelles sont les solutions de financement qu'on peut envisager dans les futurs proches. D'accord, merci. Alors finalement, dans cette 5G, quel est le rôle des opérateurs classiques en fait? Ils vous regardent, ils discutent avec vous, ils s'en fichent complètement. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on connaît en fait, en gros. On se dit voilà, il y a Orange, Bouygues, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils font rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent pas ou comment ça se passe? Alors, ils font plein de choses, évidemment, à la fois parce qu'ils ont beaucoup d'équipements et de services d'intégration, mais ça, je laisserai mes camarades intégrateurs réagir. Tout le monde se pose beaucoup de questions dans un marché qui est en émergence, qui est un marché d'opportunités, sur lequel il y a énormément de choses à faire, que ce soit en France ou que ce soit dans l'accompagnement de nos clients hors de France, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Les opérateurs traditionnels ont d'énormes investissements à déployer sur la 5G grand public, qui, je dois l'avouer, doit mobiliser probablement l'intégralité de leurs ressources, tellement la volonté de l'ARCEP d'avoir un réseau déployé à l'échelle nationale est forte. On est très ambitieux sur le sujet et c'est une excellente nouvelle. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles alliances qui sont en train de se construire, des alliances avec des intégrateurs, des alliances avec des fournisseurs de services. Vous parlerez peut-être un petit peu tout à l'heure de cybersécurité. Bref, la 5G, c'est un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a probablement de la place pour tous. Oui, effectivement, tout à l'heure on parlait 5G. Quel est l'objectif de la 5G? Pourquoi?
Moi, je crois que le principal problème, c'est qu'on a mélangé la 5G opérée et la 5G privée. C'est deux choses très, très différentes. Et effectivement, quand vous allez voir un industriel, vous lui parlez de 5G, il regarde son smartphone. C'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un des problèmes de démystification de la 5G, mais plutôt de la replacer dans le contexte de l'industrie. Et effectivement, les opérateurs ont beaucoup de travail à faire aujourd'hui pour la partie opérée, la 5G opérée. La 5G privée est une 5G qui commence d'abord, pas par la techno, mais par les cas d'usage, le plus proche possible de l'industriel. Les opérateurs ont compris ça, commencent à créer des départements spécifiques pour la 5G industrielle. Ça n'a rien à voir avec la 5G opérée. Et se rapprochent de plus en plus d'intégrateurs qui, eux, ont ces expertises et ces connaissances. Ok. Alors j'ai deux petites questions, c'est un peu pour moi, hein, là je reconnais, mais deux petites questions techniques. Il y a au 3GPP, ils ont avalisé le profil RedCap qui va permettre de connecter normalement des objets IoT. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. C'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé du slicing. Est-ce qu'on peut envisager à terme un abonnement par type de slice? C'est-à-dire un abonnement pour quelqu'un qui veut du temps réel, il a une partie du spectre, et quelqu'un qui a un abonnement pour du haut débit sur une autre partie du spectre. Est-ce que voilà, c'est deux questions un peu techniques, mais bon, ça m'intéresse personne. Je vais commencer, puis je vais laisser mes collègues continuer sur le RedCap. Aujourd'hui, quand on parle de 5G, on ne parle pas de low power. La release 17, elle est pour l'année prochaine ou l'année suivante, sur laquelle l'introduction du RedCap et du low power va venir, et on en a vraiment besoin parce que tout à l'heure on parlait de LoRa. Aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, en 5G, on n'a pas l'équivalent, on n'a pas de capteurs et de devices low power en 5G. En tout cas, dans la norme, RedCap va nous apporter ça et on va pouvoir couvrir tous les cas d'usage LoRaWAN sur le sujet. D'accord. C'est la dernière question. Oui. Allez-y, dernière question. Est-ce qu'on peut envisager un abonnement par... Ouais, je pense que c'est peut-être un peu prématuré au niveau du slicing. On en parlait sur l'écosystème qui est en train de se créer au niveau de la 5G industrielle et de tous les acteurs. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui s'y intéressent. C'est que aussi il y a vraiment un gros potentiel. Et idem sur cette partie slicing. Les modèles économiques sont en train de se construire. Et donc, on peut imaginer beaucoup de choses, mais après, il faudra voir comment se positionne à la fois la réglementation et les opérateurs. Okay. Une belle réponse langue de bois. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est intéressant. Merci.